Bonjour Pascal. Bonjour Sophie. Alors voilà notre deuxième vidéo avec un échange où c'est toi qui prends la parole. On a décidé de partir de ta propre écriture avec des mots qui viennent de très très loin, du fond du gouffre, comme tu dis toi-même, où tu t'es senti dépossédé de toi-même et tu as décidé tu as fait le serment d'aller chercher l'enfant perdu tout au fond pour ne pas mourir avant d'avoir vécu, comme tu l'écris. Oui, Et de mot en mot, en fait, c'est un peu comme si chaque mot était un gravat. Tu essayes de mot en mot d'enlever chaque gravat qui obstrue l'accès à la source. J'utilise tes mots, hein, pour retrouver l'élan vital quelque part. oui, c'est ça. Les mots sont comme des perles en fait sur le chemin, des oasis aussi pour justement avoir ces temps de respiration avant de poursuivre sur ce chemin qui m'est totalement inconnu et par définition un chemin, si on n'a pas de carte, pas de boussole, on ne sait pas où il mène, mais on espère que finalement il mène de plus en plus en soi pour devenir enfin soi, oui. Et donc, on va rester encore un petit temps autour de ton premier livre qui est très, très dense, comme je disais. Folie du père, silence de la mère, où tu dis que tu décides de fracasser le silence de ta mère, en particulier autour de la réalité de la folie de ton père, qui vous a fait, ta sœur et toi, entrer dans une confusion gigantesque. Et comme tu le dis, c'est pas tant la folie elle-même qui t'a fait entrer dans cette confusion, finalement, mais le fait de faire comme si elle n'existait pas, comme si tout allait bien, donc d'entrer dans une sorte de mensonge par rapport au réel qui était pourtant là. Et ce mensonge était tel que ça t'a fait entrer dans le mutisme, comme si, si quelque chose n'existe pas, comment mettre des mots dessus si c'est censé ne pas exister quelque part? Oui, c'est exactement ça en fait. C'est l'absence de maudit sur un vécu familial qui fait que, en l'absence de mots, on ne peut pas objectiver une situation pourtant à l'origine d'un trauma. Donc, si les parents, ici en l'espèce, la mère n'est pas capable de faire entendre ce qui se vit en famille parce qu'elle-même est prise peut-être par cette situation familiale et elle-même n'a pas les mots pour le dire, n'a pas fait ce travail, ce retour sur elle-même pour quelque part être en phase avec ses propres émotions, à ce moment-là, si le parent le plus proche se tait, alors peut-être qu'effectivement les enfants, au lieu d'être proches de ce vécu-là, en fait, deviennent de plus en plus lointains de ce vécu et donc finalement d'eux-mêmes. Oui, tu as utilisé l'expression il n'y a pas de maudit, et ça me fait penser au jeu de mots maudit celui qui parle. Je ne sais plus quelle est la phrase, malheur celui par qui Le scandale arrive. le scandale arrive. Et souvent dans une famille, quand il y a des non-dits, l'enfant préfère accepter le non-dit plutôt que d'être maudit, plutôt que de Oui, dire les mots et de prendre d'avoir le risque d'être maudit de la famille quelque part. oui, c'est tout le poids du secret en fait qui est ici en cause et parler quand on a un enfant, c'est pratiquement de l'ordre de l'impossible. Et si de fait, à un moment donné, le parent ne parle pas, à un moment où on pourrait éventuellement commencer à parler, en sortant de sa confusion, ça devient aussi une sorte de trahison, une immense culpabilité, puisque autour de soi, les plus proches se taisent. Du coup, qui suis-je quelque part pour m'autoriser à dire ce qui a été tu jusque maintenant? C'est toute la question de la loyauté familiale, en fait, et toute la question de se dire à un moment donné, comme je l'ai dit, comme tu l'as dit, fracasser ce silence de mort pour à un moment donné se dire, mais je vais être vivant, quitte effectivement à vous déplaire, en fait. C'est ça. Ouais. Et donc, on va parler dans cette vidéo de ce moment où tu vas résolument vers la vie, où tu remontes le gouffre. Mais avant ça, je voulais lire ce passage assez bouleversant où tu parles de cette entrée dans le mutisme. Et tout à coup, un peu comme un souvenir qui te revient. Tu dis, j'avais perdu la parole et tout désormais me paraissait dérisoire.
C'est comme si sans parole, il n'y a plus de sens à la vie. C'est étonnant ce rapprochement. Une seule parole eût pu racheter toutes les autres, les rendre à nouveau audibles, la parole d'un aveu, la parole qui délie, juste une qui ose se dire et permet à l'autre de se dire. Mais cette parole n'est jamais venue. Ainsi un jour, j'ai dû décider que je tairais à ma mère toute parole vraie. Et tu écris, j'en ai le vague souvenir de ce moment d'entrée dans le mutisme qui était Oui, nécessaire j'ai, pour ta survie quelque part. Pardon. ouais, ouais, non, j'ai un peu le sentiment effectivement, quelque part de manière compulsive et dans un lien de dépendance du sang à la mère, j'ai eu le sentiment à un moment donné de devoir tout lui dire. Toutes les broutilles, toutes les bêtises que je pouvais faire, tout ce qui pouvait éventuellement me rendre plus libre, comme si chaque fois il y avait un sentiment de trahison, de culpabilité, de vivre par soi-même. Et, euh, et à un moment donné, j'ai effectivement le sentiment de me dire, non mais quoi que je dise, aucun mot ne sera mis là-dessus. Je me souviens qu'un jour, en fait, alors que j'étais adolescent, j'ai dit à ma mère que je ne me sentais pas très bien, que j'avais l'impression d'être un peu en déphasage par rapport à ma propre vie, d'être en déséquilibre. Et elle m'a simplement dit que c'était l'adolescence, que c'était normal. Donc elle n'a pas creusé évidemment plus loin. Comme le jour où finalement je dis que j'allais pas très bien, elle m'a conduit chez un médecin. Elle est restée avec le médecin et le médecin a dit, mais en fait, je ne vois aucun problème. Et c'est vrai que physiquement, évidemment, il n'y a pas de problème. Le problème n'était pas physique, mais était psychique. Et donc, si ni le médecin ni la mère, évidemment, ne dit à un moment donné, mais on va peut-être questionner ici le père dans un premier temps, quitte à en venir un petit peu comme dans le cas d'une thérapie de la belle-mère à son histoire de couple et à sa propre histoire à soi. S'il n'y a pas à un moment donné une parole qui peut se dire un point d'amorce, eh bien, en fait, l'amorce ne se fait pas et donc, quelque part, on est encore plus mal quand on rentre parce qu'on se dit le problème, en fait, que j'ai tant bien que mal essayé de rendre audible, en fait, c'est inaudible. Personne ne me pose des questions suffisamment intelligentes, essentielles pour que les mots puissent enfin sortir. Et donc, on a un peu l'impression que c'est peine perdue, quoi. Et que personne de ce fait-là ne va être capable de poser les bonnes questions. Et à un moment donné, je crois que du coup, c'est vraiment le mutisme qui s'installe en se disant que on, on toute parole et on tait à autrui toute parole vraie aussi. Et donc, on sourit, on porte un masque et la vie s'enchaîne comme ça, je dirais, de jour en jour, en ayant perdu du coup toute espérance d'un jour sortir de cette situation infernale. Ce qui est étonnant en t'entendant, c'est cette impression que vraiment la parole fait exister. Oui, Et sans parole, pardon, bah oui, sans parole, effectivement, on est mort. La parole, ouais, c'est essentiel. c'est fou. Oui. Ouais. Et plus profondément encore, à un moment donné, tu utilises ce mot tellement important pour toi, le mot du désir. Plus loin encore que l'absence de parole, il y a l'absence de désir, c'est-à-dire que tu écris que, en fait, tu finis par être incapable de te rejoindre toi et donc de rejoindre autrui. La seule chose que tu peux faire, c'est vivre au gré du désir des autres. Hmm. Tu dis que tu te sens coupé de ton propre désir, donc du désir de vivre, mais tu vas quand même continuer à fonctionner pour répondre aux attentes des autres. Tu seras plus que le jouet du désir des autres. Je sais pas si je vais trop loin en disant ça. Non, il y a une part de ça, justement, une part de confusion, où de fait, on ne sait plus faire la différence entre son propre désir et le désir des autres. Quand tu me parles du désir, évidemment, je ne peux ici que songer finalement à la personne qui aurait pu mettre une parole vraie, qui était ici ma mère. Euh, je pense que l'enfant, à un moment donné, il a forcément toute série de désirs. Si ces désirs ne peuvent pas être rencontrés parce qu'en fait, ils ne correspondent pas aux désirs de la mère, je pense que l'enfant, une fois, deux fois, trois fois, il essaye de faire état de son propre désir. Et si chaque fois il sent que ce désir n'est pas entendu, eh bien, à un moment donné, l'enfant, il refoule son propre désir.
Et donc, il a compris qu'il devait être dans un mode de survie et du coup se couler dans le désir de son parent. Et moi, je pense que ma mère, n'ayant pas eu quelque part d'enfance à son tour, elle a eu des enfants et elle a voulu se réaliser quelque part au travers de ses enfants. Et à ce moment-là, il faut que l'enfant corresponde à son propre désir. Il faut que ce soit un enfant sage, il faut que ce soit un enfant bien élevé, il faut que ce soit un enfant qui ne soit pas perturbateur, qui soit bien habillé, etc. Donc je veux dire que s'il faut donner des exemples, parce que c'est très concret en fait, l'absence de désir et l'incapacité d'avoir un désir, c'est qu'à un moment donné, quand on se dit, ben moi j'aimerais être comme les autres enfants, mais que ta mère te dit non, en fait, ces autres-là, ce n'est pas quelque part de notre rang, ce n'est pas quelque part souhaitable, ce ne sont pas des gens suffisamment bien pour nous. Du coup, bah, au lieu de pouvoir mettre un jeans comme tout le monde, des baskets pour aller à l'école, moi j'avais sur mon lit chaque matin le pantalon que je devais mettre et les chaussures que je devais mettre. Et le jour où je me suis permis à un moment donné de faire une petite entorse en me disant je vais prendre un sac et je mets des baskets dedans, ben, en rentrant, ma mère l'a vu et elle était pas contente. Donc j'ai essayé une fois quelque part de faire une incartade et ça n'a pas repris une deuxième fois, quoi. Parce que de fait, c'était pas autorisé. Donc j'ai intériorisé en fait cette impossibilité de penser et d'avoir des désirs par soi-même. Donc avec le recul, mais ça prend du temps, je me suis rendu compte à quel point finalement j'avais été dépendant affectivement de ma mère qui voulait un garçon et du coup qui a surinvesti sur moi et qui m'a de fait petit à petit étouffé. Et tu utilises aussi le mot de contrainte à un moment donné dans ton livre. Tout était vécu comme une contrainte, tu écris, qui est un peu le pendant du désir. Ça fait penser que bah, s'il n'y a plus de désir, il n'y a plus que la contrainte. Ça me fait penser aussi à ce que Fritz Horn appelle être éduqué à mort, Hmm. parce qu'on est mort à l'intérieur quand on ne vit plus qu'en fonction de contraintes et plus en fonction d'un désir qui surgit de soi et qui est la source probablement de l'élan vital. Ben c'est ça, oui, quand l'élan vital est tué, quand la source est tarie, du coup, en fait, j'ai envie de dire, on peut être taré. Quand c'est tari, on peut être taré. Au fond, c'est un peu ça. Tu avais cité effectivement Fritz Horn, euh, euh, que j'ai appris à connaître il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Mais chaque fois, j'ai l'impression que plus on va à la racine des choses, et Fritz Horn va vraiment à la racine des choses, et plus effectivement, ça nous percute nous aussi à notre tour. Et donc, c'est pas comme si on prenait conscience à un moment donné, une fois pour toutes, de la situation d'emprise que l'on a vécue, de conditionnement de formatage. Ça prend un temps incroyable et c'est petit à petit en fait qu'on se désentrave, que l'étau se desserre, que l'étouffement se réduit et que du coup la liberté, le désir de vivre reprend petit à petit le dessus. Et Fritz Horn, évidemment, c'est son unique livre. Et ça m'a beaucoup parlé. On avait fait une vidéo ensemble sur ses propres mots à Fritz Horn. C'est vrai que c'est des mots, j'ai envie de dire, qu'il a arrachés de son propre fond. Il s'est dit, c'est le seul livre que je vais écrire. Et ce livre, en fait, il doit être le plus authentique possible. Et de nouveau, ce sont des livres qui, à ne pas y prêter trop attention, on pourrait se dire, mais c'est extrêmement noir. Mais en réalité, ce sont des livres des mots qui creusent tellement profond que ça nous donne à voir une lumière et du coup, ça peut entrer pleinement en résonance avec ce qu'on est en train de vivre, même si le cas échéant, on n'est pas forcément au même endroit que lui. Il n'en reste quand même pas moins que dans son parcours de vie, on voit très bien effectivement de quelle manière il a été éduqué à mort, dans une famille en particulier catholique pour une part, et il a dû de fait se désentraver, c'est extrêmement puissant. Il y a une phrase sur ton blog qui m'avait beaucoup interpellée quand tu écris ce dont on vient de parler, nulle frontière entre leurs désirs et les miens, nulle intimité d'un secret chez soi inviolable. Donc voilà, donc ça c'est le fond du gouffre. Et puis à un moment donné, tu décides de te retourner et de remonter vers la source. Ça me fait penser au texte de Peggy qui dit mais en fait
On descend la rivière quand on se laisse aller et les cadavres vont encore plus vite que les gens vivants. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est remonter à la source. Il faut être bien vivant pour ça, en fait. Hein. Il faut déjà avoir quelque part le désir de remonter à la source pour avoir le courage d'aller à contre-courant. Et tu vas le faire de mot en mot. Je vais lire un passage sur ce moment où tu prends cette décision et tu écris un beau texte qui s'intitule Pour en finir, justement. C'est-à-dire pour en finir avec cette volonté d'en finir, quelque part, on pourrait dire, on en a déjà parlé l'autre fois, la marche sera longue, insoupçonnée, les obstacles que mes pas auront à surmonter. Il faudra des séismes avant que des changements profonds ne s'amorcent à la racine de mon être. Je devrais arracher les amarres au risque de me noyer, de faire sombrer le peu que j'avais construit, ce frêle esquif qu'était ma vie, au risque de ne plus savoir qui je suis ni où je vais. Ce risque, je le prendrai, et j'aurai à poursuivre encore, alors même que je crois me renier. Je ferai fi de toutes mes certitudes pour ne plus me fier que à ce que je ressens confusément dans les profondeurs de mon être. Ce sera l'obscurité contrainte dans l'espoir insensé de déboucher un jour sur un nouveau monde, un voyage dans toute l'épaisseur de l'inconnu, sans retour. Oui. C'est c'est se contraindre malgré soi en fait, c'est-à-dire c'est aller à rebours de tout ce que l'on a pensé, tout ce que l'on a cru comprendre, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on nous a dit de croire. Et c'est un chemin extrêmement douloureux dans la mesure où précisément ça remet en question tout ce frêle esquif, quoi. Je veux dire, en même temps, on sent très bien qu'on est confus, qu'on a du mal à vivre, et en même temps, c'est la seule chose qu'on connaît, c'est ce mal-être. Alors après, quand on a connu que ça, quelque part, partir à remonter vers la source et non plus simplement se laisser couler, quelque part, c'est vrai que c'est un chemin à rebrousse-poil, c'est aller à l'envers de ce que l'on a entrepris comme étant quelque part naturel, c'est-à-dire vivre justement en dehors de tout désir qui nous soit personnel. Et, euh, et je pense que il vaut mieux, de manière ordinaire, faire appel à quelqu'un qui peut de fait cheminer avec nous, que ce soit un ami, que ce soit un psy, que ce soit des écrivains. Il faut, je crois, un minimum de d'aide extérieure, d'assistance, sans quoi on peut véritablement couler. Voilà, moi, c'était en partie travail thérapeutique, mais qui n'a pas été très très loin, qui n'a pas été véritablement abouti. Et puis ça a été effectivement pour moi la rencontre, comme je l'ai déjà dit, avec Charles Juliet. Et c'est un travail en fait quotidien aussi. Ça, je crois que c'est super important. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est accessoire, qui de temps en temps comme ça revient à la surface en disant tiens, je vais pas très bien, il va falloir que peut-être que je m'en occupe. Mais aujourd'hui, j'ai pas le temps, donc je vais mettre ça à demain. Je crois vraiment que c'est quelque chose qui est tellement profond, qui est tellement douloureux, une véritable souffrance. C'est un peu comme une épée de Damoclès ou une sorte d'aiguillon comme ça qui est là en permanence tout au fond de soi et qui ressurgit à chaque événement, à chaque difficulté. Donc c'est quelque chose qu'on est obligé à un moment donné de prendre à bras le corps, quoi. Donc pour reprendre justement les mots de Charles Juliet, c'est vraiment un besoin vital, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu te dis que c'est un besoin vital, c'est pas anodin, c'est pas accessoire, et ce besoin vital, c'est, comme tu le dis, effectivement, en même temps, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, on est au fond du trou, on est absolument sans désir, et c'est à partir de cela, justement, qu'on va commencer à, malgré tout, essayer d'y croire, essayer de remonter la pente, essayer de faire la part du vrai, du faux, de ce qui m'appartient, de ce qui m'appartient pas, de mon passé, de mon présent, et essayer de décortiquer tout ça à mesure pour essayer justement de désencombrer le puits, comme j'aime bien cette image, et d'essayer de vivre enfin. Et là, c'est vrai que
Moi qui, dans un premier livre et à la première page, j'avais peur d'être l'acteur de ma vie, j'avais peur de ne pas avoir cette capacité à trouver les mots. Parce que si de nouveau, si les mots ne sont pas dits, mais que soi-même on ne parvient pas à mettre des mots sur ce qu'on a vécu, on est perdu. Donc, euh, donc pour moi, écrire, c'était vraiment aussi, comme Charles Julien, un besoin vital, mais de nouveau, j'avais l'impression chaque fois de me trahir et de trahir ce que je voulais dire en essayant de mettre des mots qui me semblaient tellement approximatifs encore par rapport à ce que, à ce que j'essayais de comprendre au plus enfoui de moi, quoi. Il y a plusieurs paradoxes qu'on peut relever dans ce que tu dis et qui sont un peu, pour moi, sous le signe de la sortie de l'emprise, j'ai l'impression. Ça me fait penser à la sortie d'emprise où tu dois vraiment justement inverser les choses. Et tu disais là, oui, tu as peur de mettre les mots parce que tu es pas sûr qu'ils seront les tiens, mais en fait, c'est parce que jusque-là, tu n'avais pas tes mots. Et donc, tu vas justement pouvoir aller les trouver. C'est comme quand tu écris dans ton texte ne plus savoir ni qui je suis, ni où je vais. Mais en fait, c'est justement parce que tu t'étais perdu toi-même et que tu savais plus où tu allais que tu as l'impression que ça va être difficile, que tu vas pas savoir qui tu es, mais en fait, c'est parce que tu as été dépossédé de toi-même et en marchant vers toi-même, tu vas te retrouver. Donc, il y a une inversion à faire, traverser la peur qui a été inoculée par un autre que soi, en fait, quelque part dans l'emprise à chaque fois. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut, je dirais, rassembler les morceaux qui sont dissociés en soi. C'est ça, en fait. La, la folie, c'est une fracture, c'est une dissociation, une incapacité encore d'être en lien avec soi. Et je pense que parfois on peut partir très loin de soi parce que on n'a pas les clés, on nous a pas donné les clés, et on n'est pas autorisé à, à prendre la bonne clé en fait pour y voir clair. De nouveau, je pense que c'est capital évidemment dans un premier temps que nos proches puissent nous éclairer en mettant les mots sur une réalité que l'on perçoit au plus profond de soi, mais qu'on n'est pas effectivement censé dire puisqu'elle elle n'est pas audible à défaut d'avoir été dite cette vérité en toute connaissance de cause. Donc, pour moi, d'où la difficulté de parler, quoi. Je veux dire, ça m'a pris très, très, très longtemps, de, non seulement de trouver les mots, mais en plus d'oser les extérioriser. Je pense que très longtemps, il y a ce sentiment que, on a dû se taire tellement, tellement longtemps que on se demande si un jour on sera assez audacieux pour j'ai envie de dire pour taire ce silence, quoi. Donc, pour parler. De nouveau, des paradoxes. En fait, c'est l'origine, c'est refaire confiance. Parce que quelque part, tu as perdu la confiance dans les mots puisqu'ils n'étaient pas entendus, donc ils te semblaient dangereux et tu dois retrouver la confiance dans le fait que les mots vont pouvoir te sauver. C'est comme les liens, comme tu disais l'autre fois, il y a des liens mortifères qui font que tu as perdu confiance dans des liens, mais il te faudra justement aller vers ces rencontres. La rencontre est un mot très important dans ton cheminement. Aller vers cette rencontre, c'est-à-dire faire confiance là où ta confiance avait été perdue, parce que c'est à travers la rencontre saine que tu vas guérir les rencontres malsaines. Enfin, je reprends ce que tu dis. Hein, dans, Mais, dans... mais en fait, les mots ont un sens, en fait. C'est ça le truc, c'est que les mots ont un sens. Et que quand on les dévoie, quand on les trahit, quand on les tord, à ce moment-là, on part en vrille, quoi. On ne sait plus le vrai du faux. C'est ça. D'où mes profondes colères aussi quand j'entends des paroles qui sonnent. Ça renvoie évidemment à la confusion qui m'a été quelque part inoculée et je me dis c'est inadmissible parce qu'en fait ça tue la vie, ça empêche d'y voir clair, ça empêche d'aimer l'autre, ça empêche de se réaliser, ça empêche d'avoir du désir et quand on ne voit évidemment son propre désir qu'à travers celui de l'autre, bien finalement on est juste un petit robot quoi. On est juste dans des sentiers tout tracés, dans une vie en fait morne qui n'est pas la sienne. Et, euh,
Et ce qui est incroyable, c'est que quelque part, on se dit, mais ce que je vis, finalement, tout le monde le vit, ce que je vis, c'est normal. Il faut du temps, en fait, pour décortiquer l'emprise, pour décortiquer le conditionnement, pour décortiquer le lien toxique et pour voir d'où l'on vient. Et de nouveau, je pense que quand on essaie d'y voir clair, quelque part, on fait tout pour ne pas y voir clair. On préfère, en fait, le déni, renoncer à remettre en question plutôt que d'aller jusqu'au bout avec tout ce que ça peut impliquer comme souffrance, comme remise en question, comme séparation aussi par rapport à ceux qui disent savoir pour toi. Donc c'est tout ça en fait qui à un moment donné remue quoi. C'est comme remuer en fait la vase et on a le fond qui revient à la surface et c'était très commode en fait qu'il reste tout au fond, que la C'est tête ça. reste tout au fond. Oui. Oui, tu parles à la fois de fusion et de confusion. Fusion dans le lien avec ta mère et donc confusion, ça va ensemble un peu. Et on parlait tout à l'heure aussi de rencontre. En fait, la rencontre où l'autre sera vraiment rencontré tel qu'il est, autre, va te permettre à toi-même de te voir tel que tu es, autre que l'autre. Je ne sais pas si je suis explicite, mais on voit dans ton parcours, quand tu remontes du gouffre quelque part, que c'est vraiment jalonné par des rencontres. Donc, on parlait l'autre fois d'abord celle avec ton psy, qui va pouvoir vraiment t'écouter dans ta parole à toi, et puis, il va y avoir d'autres rencontres dont on va parler aussi, mais je dirais une très importante sur laquelle j'aimerais passer du temps maintenant, c'est de toi à toi, donc, c'est-à-dire où tu attends qu'une main vienne te prendre et tu décides à un moment donné que ce sera toi-même, c'est-à-dire ton enfant intérieur, tu lui demandes de venir te prendre la main, ton enfant intérieur avant qu'il ne se soit perdu, en fait, de venir te retrouver là où tu t'es perdu, si je peux m'exprimer comme ça. Et je peux relire un peu le texte, ou bien Oui, tu veux dire quelque chose? mais disons que je ne sais pas très bien quel sens le prendre. Est-ce que c'est l'enfant qui tend la main à l'adulte ou est-ce que c'est l'adulte qui à un moment donné dit à l'enfant tu es recroquevillé tout au fond et je tends la main et je te demande effectivement de la prendre, même si je t'ai trahi, même si je t'ai oublié, même si on t'a trahi, à l'insu de ton plein gré, je te dis ça suffit, cette trahison a suffisamment duré. Et ça peut être intergénérationnel aussi. Je vous dis, il y a certainement des secrets encore que j'ignore et qui sont passés de, j'ai envie de dire pour le coup, de main en main, de cœur en cœur et de génération en génération. C'est tout ça qu'il faut aller un petit peu remuer jusqu'à se sentir bien. Mais ce que je trouve important aussi de dire avant que je te laisse effectivement lire ce texte, Sophie, c'est que pour moi, c'est un chemin et qu'à un moment donné, plus on avance et plus c'est heureusement irréversible, c'est-à-dire que ce qui a été acquis ne sera pas repris et que le chemin, en fait, on peut le poursuivre parce qu'à un moment donné, même si ça reste difficile, même si tout n'est pas réglé, on va mieux, on va mieux. Et donc, quand on sent que la vie commence quand tu sens que la vie commence à te pénétrer, en fait, et que finalement cet étau commence à se desserrer et ce cœur commence à battre vraiment, et qu'on commence petit à petit à pouvoir s'ouvrir aux autres, c'est là que ça devient juste magnifique, quoi. Et c'est là, effectivement, de nouveau, pour reprendre ce mot qui est magnifique pour moi, que je peux commencer à rejoindre l'autre, quel qu'il soit, quelles que soient finalement ses croyances, quelles que soient ses épreuves. C'est juste magnifique, en fait. Et plus on était séparés de soi, et plus, en fait, être à nouveau, ou être pour la première fois plutôt capable de s'ouvrir à l'autre, c'est comme un nouveau monde qui s'ouvre à soi. C'est juste incroyable, quoi. C'est juste incroyable. C'est comme marcher sur le sable fin et voir l'océan. On peut marcher sur le sable fin plein de fois, on peut voir l'océan plein de fois et pas du tout être ouvert à cette beauté, à cette majesté, à cette nature qui est fabuleuse, qui peut justement nous ouvrir à nous-mêmes aussi, à plus grand que nous. À partir du moment où on est fermé, il y a, comme tu l'as très bien lu, quand on est fermé, en fait, tout perd sens, en fait. Tout perd sens. Tous les mots que l'on peut dire, qui ne sont pas les mots justes que l'on attend, tous ces mots, en fait, ça sonne creux, c'est du vide, quoi.
séduit vite et ça ne permet pas de, de vivre enfin. Donc je vais relire et tu m'interromps quand tu as envie, si tu veux dire des choses. Ouais. Je relis ce moment où tu vas à la rencontre de ton enfant intérieur et je relirai aussi certains textes de ton blog où avec hargne, tu choisis de revenir à la vie après. À toi, mon enfant, je dédie ces mots, je te délie de la mort. Tu sais, mon enfant blessé, aujourd'hui, j'ai envie de te parler simplement, sans plus chercher mes mots. J'ai envie que nous réparions ensemble ce ressort brisé net. J'ai envie que nous désirions ensemble, que nous osions la folie, le bonheur, l'inconvenant. Mon enfant, je veux m'adresser à toi, je te supplie d'y croire, te relever, ensemble. Tu sais, je ne peux rien faire sans toi. J'ai lutté toute ma vie contre cette vie que tu désires pour moi. Non, tu n'es pas mort, mon enfant. Ensemble, osons la vie, le bouillonnement de l'être, l'imprévu, le retournement, le basculement. Une autre vie, osons être différents de ce que nous sommes, radicalement, irrévocablement. Veux-tu? Veux-tu me donner la main avec moi? Veux-tu me faire confiance? Oser ce pari fou, oser cet acte de foi, encore, envers et contre tout? Oui, mon enfant, parle-moi, parle-moi de toi, de tes envies, de ton désir. Qui es-tu? Que veux-tu? Que désires-tu tout au fond de toi? Dis-le-moi, veux-tu? Je tâcherai cette fois de t'écouter, et ensemble, nous rirons comme jamais, nous nous réconcilierons, nous nous aimerons, nous serons l'un à l'autre, nous serons à nos affaires tous les deux, ensemble. Posons cet acte de foi complètement fou et faisons mentir le destin, l'image trop parfaite que je veux me donner. La rigidité et la discipline, la rigueur et le sérieux, la tristesse, la mélancolie. Oui, ensemble, décollons. Osons, risquons, rêvons, respirons, prenons le large, désirons, croyons au toujours possible, à la vie, à l'avenir. Tu ne le sais que trop. Je me suis fermée, enfermée, compartimentée, étouffée peu à peu. Je me suis mis la corde au cou et j'ai tari la source à force de fuir la vie. Je suis passée à côté de mon être, je suis partie loin, si loin de moi. J'ai pris des chemins de traverse, je me suis embourbée dans de profondes ornières et j'ai cherché jusqu'au désespoir le moyen d'en sortir sans jamais le trouver. Mais je viens te retrouver, mon enfant, te rechercher pour partir ensemble vers le large. Ces nouveaux horizons, cette légèreté qui m'est encore inconnue, cet avenir prometteur, cette joie possible à ceux qui veulent tout espérer de la vie plus forte que la mort. Oui, tiens-moi la main. Sors-moi de mon trou noir, attire-moi vers la lumière, casse en moi tout le mal que je n'ai eu de cesse de m'infliger, fais disparaître ce désespoir sombre qui veut tout détruire en moi et autour de moi. Oui, mon enfant, toi qui continues à croire en moi, rends léger le poids mortel de mon existence. Donne-moi vie, fais-moi sortir de mon tombeau, ouvre-moi la porte. Chasse mes idées noires, mes cercles vicieux sans rémission ni fin. Aide-moi à fuir tous ces oiseaux de malheur. Ressuscite-moi. Donne-moi la parole de vie, la parole d'espérance, la parole légère et folle. Oui, donne-moi toute parole que je n'osais prendre. Viens, partons ensemble. Donnons-nous autant de peine que celle qui nous a étreint tout l'être, jusqu'à en mourir, mais cette fois pour chanter, louer, rire, partager, écouter, vivre de tout notre être. Ô mon enfant, que n'as-tu pas subi pour que tu aies tant de mal à vivre, pour que tu enfouisses à ce point ce qui ne cesse pourtant de crier en toi et de te faire si mal. De toi, je le sais maintenant. Il voulait la perfection. Et toi, dans tes habits étroits, tu rêvais de prendre le large, de vivre pour toi, d'être tout simplement un enfant comme tous les enfants, insouciant, rieur, blagueur, espiègle.
Oui, cet enfer existe bel et bien. Il a pris possession de toi, de toutes les fibres de ton être et t'a astreint au silence. Il t'a enfermé dans ton rôle de petit garçon modèle. Ce pauvre petit garçon que tes parents se sont efforcés de faire de toi. Ce mal t'a tué peu à peu, lentement, sûrement, sans que tu y prennes garde, sans même que tu en prennes conscience, vicieusement. Et le menteur, il t'a dit que tout cela était normal, que tu étais normal, qu'il n'y avait pas à chercher ailleurs, qu'il fallait prendre ton mal en patience, qu'il fallait souffrir en silence, ne rien dire. À quoi bon, en effet, crier puisqu'il n'y avait absolument rien d'autre à espérer? La vie n'était pas faite pour toi. Il y a ainsi cette fêlure en toi, ce dédoublement, cette meurtrissure. Ce cœur brisé, étouffé en miettes, en 1000 morceaux. Oh mon enfant, oui, tout cela aujourd'hui, je le reconnais, je te l'accorde, je te l'avoue, je te le dis, j'y consens. Je ne veux plus fuir. Je mets fin au déni outrageant. Je le mets à genoux, je le mets à mort, je le tue. Je saute des petits passages. Oui, ton passé est celui-là, lourd, pesant, mortel à souhait. Oui, ton passé, notre passé commun, il nous appartient. Mais aujourd'hui, il nous appartient tout autant et plus encore de bien vivre ensemble, d'ouvrir large les fenêtres de notre cœur profond, de laisser se déployer l'enfant recroquevillé, de lui ouvrir la cage dans laquelle nous l'avions enfermé. Oui, mon enfant, je te rends la liberté. Tu es libre et là est ta beauté, véritable, ta grandeur. Ne te conforme plus aux attentes qui pèsent sur toi, tu as le droit et même le devoir souverain, inaliénable, d'être toi. Ça me renvoie au titre de ton blog Deviens ce que tu es. Oui, je crois que effectivement tout se tient, et c'est en fait d'un lâcher prise évidemment dont il s'agit d'un véritable retournement, d'une autorisation que l'on se donne à soi-même à défaut de l'avoir reçue d'un autre ou d'une autre. Donc, donc c'est vrai que en même temps, je me disais, c'est toujours un peu étonnant de se dire que ce sont des mots que l'on écrit, mais dont on ne mesure pas forcément quand on les écrit la puissance. C'est juste des mots qu'on essaie de tirer de son silence, de son impuissance. Et après, ils sont ce qu'ils sont. Et j'aime beaucoup quand tu lis de nouveau parce que je trouve que ça résonne aussi en moi avec toute cette distance de nouveau. Et ça me parle, ça me dit d'où effectivement je viens, vers où je veux aller. Et c'est génial en fait de donner à cet enfant le droit de vivre, alors que quelque part, je pense qu'inconsciemment, peut-être euh, on a peut-être été incapable de s'autoriser à vivre, et du coup, c'est un peu comme si l'autre avait le droit de vie ou de mort, quoi. Je veux dire, c'est un peu comme si la volonté d'autrui était toute puissante et que du coup, l'enfant est impuissant et incapable de sortir de l'ornière sans cette main que viendrait tendre l'adulte et qui ne tendrait effectivement jamais. Moi, très longtemps, j'ai attendu quelque part de ma mère une reconnaissance de notre passé pour quelque part me dire ce que j'ai entrevu, c'est vraiment vrai, quoi. J'en ai enfin la confirmation. Je crois que ça fait du bien quand un parent peut aussi reconnaître ses torts à un moment donné, a fait un chemin lui-même. C'est peut-être un chemin de réconciliation, mais le chemin de réconciliation, il ne se fait pas au fond du cœur si de fait on a le sentiment que le parent ne reconnaît pas ses responsabilités, quel que soit son propre vécu, son propre passé, n'accepte pas de mettre des mots à un moment donné, refuse de se retourner vers son passé et du coup empêche l'enfant de voir ce passé à son tour. Donc c'est très violent en fait à un moment donné de te dire mais je me fous de savoir la manière dont mon père a vécu les choses, la manière dont il m'a quelque part infligé ses propres douleurs, ses propres souffrances. Je me fous de savoir ce que pense ma mère de ce que je vais dire, de ce que je veux vivre, d'être en désaccord avec elle, quelque part de me séparer de cette éducation, tout ce qu'elle m'a infligé comme étant la bienséance. À un moment donné, on se dit, mais vous allez cesser quelque part, pour dire les choses crûment, de me faire chier en fait. Et je vais moi, euh, contre vents et marées, reprendre ma vie en main et quelque part,
je pense qu'à un moment donné, on se dit au moins intérieurement, ouais, je vous emmerde en fait, et j'emmerde la société, j'emmerde en fait tous ceux qui vont me juger, j'emmerde tous ceux qui pensent savoir qui je suis, qui ne savent strictement rien et qui, ne sachant rien justement, se permettre de mettre des mots sur un vécu qui n'est pas le leur, et qui quelque part voudraient à nouveau t'enfermer dans leurs propres projections qui n'ont strictement rien à voir avec ton vécu. Donc c'est violent. C'est violent parce qu'en fait les parents sont violents avec l'enfant, et puis finalement tout le monde finalement s'habitue à cet enfant qui grandit. Tout le monde se dit, mais finalement, il est souriant, il est bien, il a réussi dans la vie, il est bien éduqué, il est entre guillemets comme il faut. Et puis à un moment donné, en fait, il faut aussi fracasser toute cette image. C'est ça qui est, c'est ça qui est dur, c'est ça qui est douloureux. Et c'est ça qui fait évidemment cette profonde solitude. Et cette solitude et ces remises en question, en fait, on les accepte pas si, s'il n'y a pas à un moment donné ce besoin vital, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Ce besoin de nouer, parce que moi je parlais pas de renouer en fait, c'est pas comme si j'avais eu la vie et puis qu'à un moment donné je l'ai perdue en chemin et que j'ai dû la rechercher à nouveau. C'est comme si j'étais parti de rien en fait et que j'avais dû à un moment donné chercher contre vents et marées ce que voulait signifier la vie, quoi. Je savais ce que c'était que la confusion, je savais ce que c'était le manque de liberté, ce que c'était que le formatage, l'enfant bien comme il faut, mais je savais pas en fait ce que c'était que mon désir, que mon envie de vivre, que mon propre chemin, que ce que ça signifiait que d'être fidèle à soi. C'est ça en fait, être fidèle à soi, c'est ce qui est de plus beau et de plus difficile quand de nouveau on n'a pas été autorisé à être fidèle à soi, mais que tout a été outrageusement détruit quelque part dès la naissance, parce que je pense que la détresse, comme dit Winnicott, elle peut être originelle, quoi. Je ne sais pas si je vais lire. Oui, c'est beau parce que c'est vrai que ce passage est long et en même temps, tu dis à un moment donné, tu as vraiment foi en cet enfant et quelque part, la confiance, tu te la donnes à toi-même. Ça commence par là puisque personne ne te l'a donné avant. Tu te la donnes à toi-même sur le fait que tu vas pouvoir t'en sortir. Ça montre aussi la grande solitude de la personne qui. On traverse toujours très très seul ces souffrances finalement. À un moment donné, on peut attendre une main, et des mains peuvent venir, mais c'est aussi du fond de soi qu'on fait le premier pas hors du gouffre souvent. Oui, et là, si je peux me permettre, avant que tu lises le texte, Sophie, c'est que c'est très très important ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que aussi, en même temps, on est très très seul. Et comme évidemment, il n'y a pas eu de mots qui ont été donnés, on a aussi le sentiment quelque part que ce que l'on vit est unique. Ce qui quelque part accroît notre solitude et notre malheur, notre souffrance, notre difficulté d'en sortir. Euh, Et quand on s'ouvre à soi et du coup un petit peu aux autres, on se rend compte quelque part que cette solitude, cette souffrance qui paraissait indicible, qui paraissait extrêmement isolée et qui isolait, finalement, d'autres vivent en fait, et beaucoup en fait en réalité, vivent des détresses innommables, vivent des, des conflits extrêmement puissants en eux-mêmes et sont incapables effectivement d'en sortir, le cas échéant par loyauté justement à une personne perverse, maltraitante, destructrice. Et moi je m'en suis évidemment rendu compte aussi à travers ma chaîne, quoi. Je veux dire, en même temps parfois on me dit mais waouh, comment tu fais pour tout le temps, c'est pas déprimant finalement d'écouter qui te racontent leur propre gouffre, et voilà, c'est douloureux et en même temps c'est un petit peu comme disait Charles Juliet la cohorte Bayonnais. des bâillonnés, oui, la cohorte des bâillonnés, la cohorte des maltraités, toutes ces personnes qui n'ont pas la parole, on les a pas autorisés à parler, et puis qui à un moment donné se disent aussi comme moi quelque part, ça suffit, ça a assez duré, j'ai suffisamment étouffé, j'ai le droit d'exister, et donc contre vents et marées à mon tour, je vais prendre la parole, quoi. C'est magnifique. C'est aussi une façon de fracturer le silence parfois pour la première fois aussi, donc ça me rejoint, et c'est comme ça effectivement aussi que l'on fait humanité, et c'est en tout cas pour moi
je dirais, mon chemin spirituel aussi. C'est comme ça que je vois la spiritualité, le retour à l'humain. Euh, tu termines, parce que sinon ça va être trop long. Le dernier paragraphe est très très touchant. Tu dis oui, ce plus grand mystère qu'est la vie, ma vie, à toi et à nous, unis, réunis, pour le meilleur désormais. Je te rends ainsi témoignage pour ce courage tenace qui fut le tien, et je viens te chercher pour te dire, je t'aime plus que jamais. Vis désormais ta vie, elle est nôtre à jamais. Ouais, C'est la fin de ton texte. oui, bah oui. Tu t'adresses à ton enfant intérieur, et ces textes avec des points d'exclamation, où on sent que chaque point d'exclamation est comme un... Je ne peux pas m'empêcher de voir ça comme un pieu que tu mets dans la roche, et puis hop, ça va te permettre de monter à chaque fois un peu plus. Il y a des textes Oui, dans ton blog comme ça, qui sont plein de points d'exclamation, et que je vais lire aussi. Mais tu veux dire quelque chose? oui, les trois petits points, évidemment, c'est tout le non-dit, mais qui dit beaucoup. C'est ça. Et, euh, et je pense que la grande difficulté quand on n'a pas, en tout cas, ressenti l'amour de ses parents, qui n'ont pas pu, le cas échéant, le donner par incapacité d'être eux-mêmes, c'est très dur, mais c'est absolument indispensable, vital, à un moment donné, de dire à cet enfant, moi je t'aime. C'est donner à l'enfant ce qu'on n'a pas reçu, alors qu'en fait, c'est soi-même qui, en tant qu'adulte, qui parle à notre enfant. Donc c'est très paradoxal quelque part de dire, mais c'est fondamental. Comme moi, je sais que dire je t'aime, pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué. Euh, et d'être en lien avec les émotions et de pouvoir dire merci, de pouvoir demander pardon. Euh, Ce sont toutes des choses, en fait, que je n'ai pas, je dirais, naturellement vues. Et donc, à défaut de voir, on est incapable de donner à son tour. Donc, c'est violent, mais penser à pouvoir dire je t'aime, de fait, c'est, ça fait partie du retournement et de la confiance peut-être trouvée en soi pour la première fois. Donc, ouais, j'aime beaucoup ce retour sur soi qui passe par ce retour vers l'enfant délaissé. Mm-hmm. Ce qu'on n'a pas reçu, se le donner à soi-même, pour ensuite pouvoir le donner aux autres, et réussir à le recevoir aussi. C'est tout un chemin. Oui. De désencombrement et de guérison petit à petit de la blessure. Hein. Je veux dire, quelque part, on sait très bien au fond de soi aussi où on en est. Si la blessure guérit petit à petit, parce que de fait, on a déjà fait un chemin en soi, un chemin de déblaiement, pour reprendre un peu cette image-là, ou bien si de fait, on retombe quelque part un petit peu dans les mêmes travers, les mêmes difficultés, et qu'on a un petit peu le sentiment de ne pas avancer. Moi, très longtemps, en fait, je me disais parfois, j'écrivais et puis trois livres après, je surprenais a posteriori à avoir écrit la même chose que j'avais écrit des années avant et je me disais mais c'est pas possible, tu vas jamais en sortir, t'es dans les cours là, t'es toujours en train d'écrire un truc que t'as déjà écrit il y a 3 ans. C'est à un moment donné, ça fait le désespoir aussi quoi, de se rendre compte qu'on est toujours en train de ressasser les mêmes impasses. Mm. Oui, l'image qui me vient quand tu dis ça, c'est la remontée du gouffre. Il y a des moments où tu montes, et puis tout à coup, il y a un éboulement, et ouf, tu as l'impression de revenir, et puis tu reprends la marche. Et d'ailleurs, dans un texte sur ton blog que je voulais lire, on a l'impression qu'il y a ça un peu, parce que tu commences par bon sang, relève-toi. Mm. Je vais le lire. D'accord, vas-y. Bon sang, relève-toi. La vie est en toi, la vie est à toi, elle t'appartient. M'entends-tu? Reprends-la à celui qui te l'a volée. C'est ta vie, ton désir, ton chemin. N'attends plus rien des autres. Mets-toi en marche. N'attends pas une autorisation, un changement du dehors, une circonstance favorable. Relève-toi, pour l'enfant en toi, pour la vie qui t'attend. Va, va, va. Tu ne sais pas où, dis-tu? Ce n'est rien, c'est très bien, c'est la vie, c'est la mue, c'est le changement en marche. Relève-toi, guéris la blessure, prends soin de toi, aime-toi, là, en cet instant même. Oui, là, comme tu es. Tu n'es pas celui que tu vois. Celui que tu es, tu ne le vois pas encore. Mais moi, je le vois. Moi, j'ai confiance en toi.
Tu peux sortir du gouffre, tu peux quitter le mal qui te ronge. Fais-moi confiance, fais-toi confiance. Toi aussi tu es aimable, toi aussi tu es fait pour aimer. La vie t'appelle, relève-toi. Ouais. Deviens ce que tu es. C'est ça. C'est ça, C'est en un beau mot. parce que c'est vrai que si Oui, un adulte dit ça à un enfant, c'est magnifique. Donc, se le dire à soi-même, c'est magnifique. oui, oui, et commencer à se rendre compte que ce sont des mots qui osent enfin sortir, c'est juste magnifique parce que de fait, on ne peut pas forcer les mots. Je veux dire, si on sent pas la vie en soi ou un début de vie en soi, l'idée, c'est plus de se mentir, de porter le masque, mais au contraire de dire ce que l'on est, ce que l'on vit. Et quand les mots ne sont pas encore là, ne pas anticiper. C'est très dur aussi de se dire c'est un chemin et ce chemin, je vais le, le faire pas à pas sans savoir où je vais. Mais donc la première fois on dit, euh, comme ça a été dit, comme ça a été lu par toi dans la vidéo précédente, nommer la maladie du père, par exemple, ça a été super douloureux, mais ça a été super important et c'était le moment pour le faire. C'était pas avant, c'était pas après, c'était le moment. Et ça a été déjà en soi libérateur de pouvoir sortir ça comme si c'était de nouveau une trahison et qu'il y avait lieu de culpabiliser pour enfin oser mettre des mots sur ce qui n'avait pas été dit. Même chose par rapport à n'aie pas peur, tu es mon enfant, je viens te chercher, je veux te remettre debout. De nouveau, c'est s'autoriser à mettre des mots qui sont porteurs de vie. Et là, de nouveau, c'est juste magnifique. Et je pense que de mot en mot et de petit bout de vie en petit bout de vie, du coup, c'est la vie qui prend chair, c'est la vie qui prend sens, c'est la vie qui s'incarne enfin, quoi. Et ça, quand un jour on vient à parler de la vie, on sait ce que c'est que la vie, on sait ce que c'est que la non-vie, et on sait le chemin qui est parcouru de l'un à l'autre, euh, du silence à la vie, du mutisme à la vie, ou de la levée du bâillon vers la vie. Ou Ouais. du gouffre au ciel. Ça, Oh, c'est mes mots à moi parce que à un moment donné, on a l'impression que tu vois le ciel. C'est l'impression que moi, ça me donne quand je lis un texte où tu utilises un mot nouveau qui est liberté. C'est comme hmm. si l'image qui me vient, c'est que justement, il y a le gouffre, l'étau qui te resserre, et qu'à un moment donné, tout à coup, tu vois l'immensité du ciel devant toi et la possibilité, l'infini des possibles, en fait, à travers ce nouveau mot que tu utilises qui est liberté dans ton Oui, blog. c'est comme une petite fissure et par la petite fissure, en fait, tu vois le possible. Tu vois ce que tu ne voyais pas avant et tu te dis, mais je n'ai vu qu'un tout petit aperçu, mais ces petits aperçus, en fait, j'ai envie de continuer à creuser pour me dire que de fait, ce que j'ai vu, c'est pas rien, ce que j'ai vu, c'est vrai. Et c'est donc vers là que je vais en chemin. Et donc, je suis quelque part, du coup, confirmé sur le chemin que j'emprunte en me disant que c'est mon chemin de vérité. Et c'est pour le coup le chemin de mon salut. Je peux lire le texte sur la liberté, que j'aime Ouais, beaucoup. volontiers. Mm. Je t'aime, liberté, comme un fou. Dans la nuit, je t'ai cherché. J'ai dérivé tel un bois mort, traînant ma lancinante mélancolie, mon impossibilité de vivre. Je ne savais rien de l'existence. De toi, moins encore. Je t'aime, liberté. Au royaume des morts, tous les mots étaient mensongers. Ils avaient perdu toute chair, toute lumière, tout désir. Ils étaient aussi vides que moi, creux, traînant leur mortel ennui. Vivre était aussi pesant qu'une chape de plomb sur le corps, le cœur. J'étouffais en silence. Je t'aime, liberté. Si tu savais comme écrire ces mots me fait du bien. Ces mots fous, transparents, inespérés, qui se refusaient à moi. Je t'aime, liberté. Après la solitude à en mourir, l'effroyable confusion à en perdre la raison, après l'interminable érosion, la mise à nu de mes illusions, l'impossible remontée. Si tu savais comme je me suis noyée dans le désir des autres, comme j'ai cherché mon chemin à en perdre haleine. Je me trouvais si loin dans ma nuit que je désespérais d'en sortir un jour. Si tu savais comme je t'aime, liberté. J'ai retrouvé les mots, le désir, mon identité véritable. J'ai hissé la grand voile, coupé les liens mortifères. J'ai repris vie, le souffle me manquait.
La vie coule désormais dans mes veines. Je n'ai plus cette peur, ni de moi, ni des autres. Moi, le mutique, moi, le paralysé. J'ai retrouvé les mots, la parole. J'ai retrouvé foi en la vie. Du fond de ma nuit, je sais maintenant que c'est toi que je cherchais. Avec toi, j'oserais l'audace, le désir, les sentiers hors chemin, le vent fou dans les voiles. Après les noires ténèbres, j'écrirai la vie. Oui. Tout est Qu'est-ce là. qu'il est beau! Mais tout est là, c'est vrai, c'est vrai. C'est un mot magnifique, la liberté. Et de nouveau, Sophie, quand j'entends parfois certains mots galvaudés comme celui-là, ça me met hors de mes gonds pour le coup. Je me dis, mais ici, la grande voile, c'est pas ça, quoi. C'est pas rester accroché au rivage, soi-disant par fidélité à autre que soi. Mais donc, oui, liberté, c'est quelque chose de magnifique, d'immense, d'océanique, en fait. Quand on n'a pas connu à un moment donné, se dire qu'on sait ce que c'est qu'un tout petit peu la liberté, mais il en faudra encore des remises en question, c'est-à-dire que tu as effectivement déjà énoncé certaines remises en question, il en faudra encore beaucoup d'autres pour qu'à un moment donné, cette liberté soit de plus en plus, je dirais, fasse de plus en plus partie de moi. Euh, qui dit liberté dit évidemment de nouveau désentravement, fidélité à soi. Et aussi toujours en fait solitude, parce qu'à chaque fois qu'on va un cran plus loin, on a quand même toujours l'impression un peu de trahir les uns ou les autres, de devenir méconnaissable aux yeux de ceux qui pensaient nous connaître. Et ça, évidemment, parfois, de nouveau, c'est violent. Pas violent aussi de devoir se justifier. Et là aussi, ce sont des remises en question en se disant peut-être qu'à un moment donné, je vais cesser de me justifier, et tant pis si effectivement la compréhension est ce qu'elle est. Je pense que les incompréhensions sont suffisamment profondes, sont suffisamment anciennes pour à un moment donné se dire que l'un n'a pas d'importance en fait, même si ça peut être douloureux pour autrui de voir que on a besoin de couper des liens, que c'est compliqué pour autrui. Je pense qu'à un moment donné, il s'agit d'être lucide avec soi-même et de d'oser justement ce qui semblait extrêmement impossible à vivre, et donc de vivre peut-être pour la première fois de fait la liberté avec ce qu'elle implique. Donc oui, j'aime beaucoup ce texte. Je me souviens encore de l'avoir écrit. Ce sont des textes qu'on écrit à un moment donné de fulgurance. Euh, j'ai écrit au début, tu l'as dit dans le premier échange, j'ai parfois écrit des petits mots, des petites bribes parce que je n'y voyais pas du tout clair, je pouvais pas faire plus. Et le journal est très pratique pour ça aussi parce qu'il ne s'agit pas d'écrire, je vais dire toute une tartine, mais d'aller vraiment pas à pas, pierre après pierre. Et puis ici, parfois de temps en temps, me venaient des poèmes ou oui, ou des sortes de fulgurances qui font qu'il y avait une veine comme ça il y avait une veine à crever jusqu'à en tirer la substantielle moelle de ce que j'avais euh, perçu confusément et qui à un moment donné était mûr pour sortir à travers mes mots. Donc en même temps, c'est toujours violent parce que euh, j'ai rarement écrit en fait la fleur au fusil. J'ai plutôt toujours écrit avec une énorme souffrance pour extraire de moi justement j'ai envie de dire la substantielle moelle. C'est un petit peu toujours une sorte d'opération chirurgicale qui se fait pas sans mal, mais qui après coup effectivement fait du bien. Et donc, dans ce texte, on a l'image de... Je suis très visuelle, hein, donc je vois l'image de la voile qui fait penser à une aile, comme si tu... Il y a une sorte d'accouchement ou de sortie, quand tu dis la mue, sortie du cocon, comment est-ce qu'on appelle la chrysalide, et puis les ailes peuvent se déployer, ou la voile sur le bateau. L'océan et le ciel ont quelque chose d'assez commun. Mmh. Et puis alors tu pars. Il y a un texte où... qui commence, chaque phrase commence par je pars, qui est très beau aussi. Je peux le lire? Oui, je t'en prie. Je pars, là où le souffle porte loin à des années de ma vie d'antan. Je pars, grâce aux rencontres qui me transforment, me bouleversent et me portent. Je sors juste 3 phrases, enfin 3 paragraphes.
Je pars, elle m'appelle, elle m'inspire, elle me donne à voir des larges horizons après les tourbillons, les gouffres et les tempêtes innombrables. Après les ténèbres profondes, voilà que la vie m'appelle. Je pars sur les routes du vent, d'audace en audace, de chemin en chemin, de remise en question en remise en question. La vie est mouvement, la vie est fluidité. La vie est profonde comme la mer, immense comme le ciel, elle s'offre à toi à mesure que tu t'offres à elle. Oui. J'aime beaucoup en fait ce mot je pars, comme j'aime beaucoup en fait aussi le mot que tu utilisais par rapport aux ailes, parce que ça me fait songer à un rêve que j'ai fait très très longtemps et que je ne fais plus maintenant. C'est aussi peut-être que même que le signe que l'inconscient quelque part évolue aussi, mais très longtemps dans mes rêves, je me voyais cet enfant ou cet adolescent en train de fuir dans dans des dédales, en fait, dans une sorte de labyrinthe où on sent qu'on est menacé, qu'on est poursuivi et qu'on doit absolument trouver une porte qui est fermée. Il faut absolument qu'on arrive à l'ouvrir ou une fenêtre, à sauter par une fenêtre. Et au tout début, en fait, j'arrivais souvent au bord d'une falaise et comme j'étais absolument poursuivi, il fallait que je prenne le risque de sauter dans le vide précisément. Et donc de voler par mes propres ailes. Et très très souvent, j'avais peur de me fracasser au sol, un petit peu comme cet oisillon en fait qui serait poussé de son nid alors qu'en fait il est encore trop frêle pour redéployer ses ailes et qui s'écraserait sur le bitume. Et ici, j'avais au début vraiment ce sentiment que j'allais effectivement m'écraser, et que je devais faire d'énormes efforts pour sortir, pour battre ses ailes et essayer de, tant bien que mal, passer des montagnes à un endroit plus sûr, plus loin, où je pourrais effectivement me poser. Et j'avais souvent ce sentiment, du coup, un petit peu comme ces hauts et ces bas que l'on peut vivre, sorti du gouffre et puis retomber dans le gouffre, ce moment où on s'élève dans le ciel et puis à un moment donné, on bat des ailes et en fait, ça ne marche plus et on a le sentiment de nouveau de plonger vers le vide avec la panique que ça génère et la nécessité de redoubler d'efforts pour remonter à nouveau. Donc ça, c'est un rêve que j'ai fait très très longtemps en fait, et c'est très évocateur. Je pense que c'est un rêve très commun en fait aux personnes qui ont subi un trauma, qui ont subi, enfin qui ont vécu une profonde insécurité et qui ont complètement perdu pied en fait. Au point de se sentir en permanence menacé et avoir en permanence cette peur de l'effondrement. Donc là, je pense que ce sont des rêves qui sont aussi très, très évocateurs et que j'ai aussi essayé de comprendre pour voir ce que ça pouvait signifier dans ma propre vie, puisque aussi très longtemps, à défaut de souvenirs, à défaut de mots de nouveau, je ne parvenais pas à comprendre ce que je vivais. Et quelque part, les rêves m'ont aussi permis d'objectiver ce que je vivais en disant, mais c'est pas normal en fait ça, de devoir fuir devant un danger, et c'est qu'il y a danger, et d'avoir du mal de s'envoler, c'est pas normal, d'avoir cette peur en fait au ventre que l'on ressent dans le rêve, dont on se souvient quand on se réveille, c'est pas du tout normal. Donc c'est qu'il y a eu effectivement une situation familiale extrêmement tendue, extrêmement violente, extrêmement confuse, et que finalement il fallait faire attention au bruit, à ce qu'on peut dire. Il fallait tout le temps être un peu sur ses gardes pour éviter évidemment que la menace ne surgisse, pour éviter les cris, pour éviter la colère du père ou éventuellement les coups de baguette de la mère. Donc il y a tout ça en fait à un moment donné que l'on comprend. On met en lien évidemment ce rêve difficile à décoder avec finalement la situation familiale que l'on finit un tout petit peu, avec beaucoup d'efforts, à décoder à son tour. Et tu vas être aidé, donc tu vas pas faire ce vol non plus tout à fait seul. Il y aura, bon, il y a eu le moment psy, et puis après, donc tu as parlé des lectures de personnes où tu t'es senti rejoint. Et puis il y a eu des rencontres, ça j'aimerais qu'on aborde dans la prochaine vidéo. Un des fils rouges de ton livre, enfin il y en a plusieurs, il y a aussi ton cancer évidemment dont il faudra parler, les retrouvailles avec ton père qui était en hôpital psychiatrique, était un moment très fort. Mais ce avec quoi j'aimerais commencer la prochaine fois, c'est les rencontres dont tu parles. Il y a un très beau texte dans ton blog où on a l'impression que vraiment les rencontres ont été des moments salvateurs pour toi.
avec des personnes réelles, donc vraiment, où tu as pu vraiment rejoindre autrui et donc mieux te rejoindre dans ce cercle vertueux d'un lien sain. Donc voilà, je donne un peu à entendre aux auditeurs ce vers quoi on va pour donner envie. Oui, Je ne tout sais pas à si tu fait. veux donner un mot de la fin, mais je pense on a dû faire à peu près 1 heure et on peut s'arrêter là. On peut effectivement s'arrêter là, mais la transition que tu amorces, que tu souhaites faire, effectivement, est juste dans le parcours, en ce sens qu'à un moment donné, c'est ce que je disais aussi précédemment, c'est que se retrouver soi, c'est se retrouver soi, c'est bien, et ça permet, ça oblige quelque part à se détourner de son semblable pour faire le point sur son passé, mais à un moment donné, de fait, on a besoin de retourner vers son semblable pour véritablement s'incarner. Euh, Parce que la solitude peut aussi évidemment être salvatrice, mais aussi destructrice, mortifère. Donc le lien à l'autre est absolument capital, même si c'est un point sensible, un point de déséquilibre. Comment retourner à l'autre quand l'autre a pu, le cas échéant, nous blesser, nous faire souffrir à ce point? Est-ce que je peux encore lui faire confiance? Et donc le fait, c'est avec plaisir qu'on abordera du coup les différentes rencontres qui m'ont permis de poursuivre sur mon chemin. Donc, merci à toi, Sophie, pour ce nouvel échange et à bientôt. À bientôt, merci Pascal. Merci, au revoir.